Le Guet des Orfèvres est le 15e tome des Annales du Disque-Monde de Terry Pratchett. J'avais enregistré la lecture intégrale de ce roman en 2017 et je souhaite aujourd'hui la partager à davantage de personnes. Le roman est composé de multiples parties qui ne sont pas véritablement des chapitres et qui peuvent faire de quelques lignes à plusieurs dizaines de pages. À l'époque, j'avais enregistré chacune de ces parties d'une traite. Je n'ai pas souhaité retravailler le montage, il y aura donc des petites reprises dans certains paragraphes. Pour indiquer le passage d'une partie à la suivante, vous pourrez entendre ce bruit de cloche. Je vous remercie d'avance pour votre bienveillance. Bonne écoute! Les tunnels éclataient d'odeurs, surtout des jaunes âcres et des oranges terreux d'anciens égouts. Et quasiment aucun courant d'air ne venait perturber la situation. La ligne qu'était Crucial serpentait dans l'atmosphère lourde. Où flottait aussi l'odeur du fouillis, aussi vive qu'une blessure. J'ai senti le fouillis à la guilde, songea-t-elle, juste après le passage de Crucial. Normal selon Gaspode parce que le fouillis avait séjourné à la guilde, mais on n'avait pas tiré de coup de feu à la guilde. Je l'ai senti parce qu'une des personnes présentes s'en était servie. Elle barbota dans l'eau jusque dans la grande caverne et vit, grâce à son flair, les 3 hommes. La silhouette indistincte qui dégageait l'odeur de vimère, celle de Carotte qui tombait, et la 3e qui se retournait, armée du fouillis. Elle cessa alors d'user de sa tête et laissa son corps prendre le relais. Des muscles lupins la propulsèrent et la firent bondir dans une cascade de gouttelettes volant de sa crinière, les yeux fixés sur le cou de Crucial. Le fouillis tira 4 fois. Il fit mouche à chaque coup. Angois percuta violemment l'homme, le bouscula en arrière. Vimère se releva dans une gerbe d'embrun. 6 coups! Ça fait 6 coups, mon salaud! Je te tiens maintenant! Crucial pivota, tandis que Vimère pataugeait dans sa direction et détala vers un tunnel en soulevant davantage d'embrun. Vimère arracha l'arbalète des mains de Carotte, visa désespérément et pressa la détente. Rien ne se produisit. « Carotte, espèce d'imbécile! Tu n'as pas armé ce putain d'engin !» Il se retourna. « Allez, viens, mon vieux, on va pas le laisser filer. »« C'est Angois, mon capitaine. »« Quoi ? Elle est morte. »« Carotte, écoute. »« Tu saurais sortir de ce dédale, toi ? » ?»« Non, alors suis-moi. »« Je peux pas la laisser là, Caporal Carotte, suivez-moi. » Moitié courant, moitié barbotant, Vimère gagna dans l'eau de plus en plus haute le tunnel qui avait englouti Crucial. Le boyau montait. Il sentait l'eau tomber tandis qu'il cavalait. Ne jamais laisser à la proie le temps de se reposer. Il avait retenu ça de son premier jour au guet. Quand on doit prendre un gibier en chasse, on ne le lâche plus. Qu'on lui donne le temps de s'arrêter et de réfléchir, on risque au détour d'un croisement de voir surgir dans l'autre sens une chaussette remplie de sable. Les murs et le plafond se resserraient. D'autres tunnels s'ouvraient un peu partout. Carotte avait raison. Des centaines d'ouvriers avaient dû travailler pendant des années pour bâtir un tel ouvrage. Ankh-Morpork était bâti sur Ankh-Morpork. Vimère fit halte. Aucun bruit de course dans l'eau et des entrées de tunnels de tous côtés. Il surprit un éclat lumineux plus loin dans un boyau latéral. Vimère l'atteignit tant bien que mal et vit 2 jambes dans un rayon de lumière qui tombait d'une trappe ouverte. Il se lança et saisit une chaussure à l'instant où elle disparaissait dans le local au-dessus. La chaussure lui décocha une ruade et il entendit Crucial tomber par terre. Il empoigna le bord de l'ouverture et se hissa comme il put. Il ne s'agissait pas d'un tunnel. On aurait dit une cave. Le capitaine patina dans la boue et se cogna contre un mur gluant de dépôt. Sur quoi était bâti Ankh-Morpork déjà ? Ah oui. Crucial n'était pas loin. Il gravissait en hâte un escalier en glissant à chaque pas. Une porte fermait jadis le haut des marches, mais elle avait pourri depuis longtemps. D'autres escaliers suivaient, et d'autres pièces. Incendie et inondation, inondation et reconstruction.
Les chambres étaient devenues des caves, puis les caves des fondations. La poursuite manquait d'élégance. Les deux hommes dérapaient, tombaient, se remettaient lourdement sur pied, se frayaient un chemin à travers des rideaux de limon. Crucial avait laissé des bougies ici et là. Elles donnaient juste assez de lumière pour que Vimer le déplore. Puis ses pieds foulèrent de la pierre au sec, et il vit non pas une porte, mais un trou percé dans le mur. Il découvrit des tonneaux, de pauvres meubles, tout un fourbi entreposé et oublié. Crucial, à plat ventre quelques pas plus loin, essayait de reprendre son souffle et enfonçait de force une autre série de tubes dans le fouillis. Vimer réussit à se redresser à quatre pattes et aspira une goulée d'air. Une bougie était coincée dans le mur tout près. « Je te tiens » fit-il pantelant. Crucial tenta de se mettre debout sans lâcher son arme. « T'es trop vieux pour cavaler » parvint à articuler Vimer. Crucial finit par se relever et s'éloigna en titubant. Vimer réfléchit un instant. « C'est moi qui suis trop vieux pour cavaler » ajouta-t-il avant de bondir. Les deux hommes roulèrent dans la poussière, le fusil entre eux. Il vint plus tard à l'esprit de Vimer que la dernière chose à faire quand on jouissait de bon sens, c'était de se battre contre un assassin. Ces gens-là dissimulaient des armes partout dans leurs vêtements. Mais Crucial ne voulait pas lâcher le fusil. Il s'y cramponnait avec acharnement des deux mains, essayait de frapper Vimer à coups de canon ou de crosse. Curieusement, les assassins apprenaient peu le combat à main nue. Ils étaient en général suffisamment experts en armes pour pouvoir s'en passer. Les gentilshommes portaient des armes, seules les classes inférieures se servaient de leurs mains. « Je te tiens » hâta Vimer. « T'es en état d'arrestation. »« T'es en état d'arrestation, je te dis. Alors t'arrêtes, oui ?» Mais Crucial ne cédait pas. Vimer, lui, n'osait pas céder. Le fusil lui serait arraché des mains. L'arme allait et venait entre les deux enragés qui grognaient, tout à leur concentration. Le fusil explosa. Il y eut une langue de feu vermillon, une puanteur de feu d'artifice et un sifflement venant de 3 murs différents. Quelque chose heurta le casque de Vimer et repartit toujours en sifflant vers le plafond. Le capitaine fixa la figure tordue de Crucial. Il donna alors un coup de boule et tira sèchement sur le fusil. L'assassin hurla et lâcha l'arme pour s'étreindre le nez. Vimer roula en arrière, le fusil dans les mains. L'arme bougea. La crosse se retrouva soudain contre son épaule et la détente sous son doigt. « Tu es à moi. Nous n'avons plus besoin de lui. » La voix lui causa un tel choc qu'il poussa un cri. Il jura par la suite ne pas avoir pressé la détente. Elle s'enfonça toute seule en entraînant son doigt avec elle. Le fusil lui claqua contre l'épaule et un trou gros comme le poing apparut dans le mur près de la tête de l'assassin qui fut aspergé de plâtre. Vimer eut vaguement conscience, à travers la brume rouge qui lui embrouillait la vue, que Crucial titubait jusqu'à une porte et la franchissait avant de la refermer derrière lui à la volée. « Tout ce que tu détestes, tout ce qui va de travers, je peux le faire aller droit. » Vimer atteignit la porte et actionna la poignée, fermée à clé. Il ramena le fusil devant lui sans même y penser et laissa la détente lui entraîner une nouvelle fois le doigt. Une grosse portion de la porte et de l'encadrement ne fut plus qu'un trou bordé d'éclats de bois. Vimer repoussa ce qu'il en restait d'un coup de pied et suivit le fusil. Il se trouvait dans un couloir. Une dizaine de jeunes gens le regardaient avec étonnement par des portes entr'ouvertes, tous vêtus de noir. Il était à l'intérieur de la guilde des assassins. Un stagiaire considéra Vimer d'un air hautain. « Qui êtes-vous, je vous prie ?» Le fusil pivota vers lui. Vimer réussit à relever le canon en l'air à l'instant même où le coup partait pour faire sauter une partie du plafond. « La loi, fils de pute !» s'écria-t-il. Tout le monde le fixait. « Descends-les tous, il faut nettoyer le monde. »« La ferme !»
La créature à l'œil rouge, couverte de terre et dégoûtante de vases sortis de terre qui portait le nom de Vimère, cloua du regard l'étudiant tremblant. « Où est passé Crucial ?» La brume lui enveloppait la tête. Sa main craquait sous l'effort qu'il déployait pour ne pas presser la détente. Le jeune homme s'empressa de montrer du doigt une volée de marche. Il s'était trouvé tout près lorsque le fusil avait tiré. De la poussière de plâtre l'enveloppait comme des pellicules diaboliques. Le fusil se déplaça une fois de plus à toute allure, entraîna Vimère, le fit passer devant les jeunes gens et monta l'escalier encore maculé de traînées de boue noirâtre. Un autre couloir s'étendait devant lui. Des portes s'ouvraient. Elles se refermèrent après que le fusil eut tiré un nouveau coup et fait voler un lustre en éclats. Le couloir déboucha sur un vaste palier qui dominait un escalier beaucoup plus impressionnant. En face, une grosse porte de chêne. Vimère fit sauter la serrure d'une balle, flanqua un coup de pied dans la porte, se débattit un moment avec le fusil et se baissa par hasard. Un carreau d'arbalète lui vrombit au-dessus de la tête et toucha quelqu'un plus loin dans le couloir. « Descends-le, descends-le !» Crucial, debout à son bureau, s'efforçait fiévreusement d'encocher un autre carreau dans son arbalète. Vimère tenta de réduire au silence le bourdonnement dans ses oreilles. Mais pourquoi pas ? Pourquoi ne pas tirer ? Qui était cet homme ? Il avait toujours voulu nettoyer la ville. Alors autant commencer là tout de suite. On comprendrait alors ce qu'est la loi. Nettoyer le monde. Midi se mit en branle. La cloche de bronze fêlée de la guilde des professeurs entama le décompte, et eut le midi pour elle seule pendant au moins 7 coups avant que l'horloge de la guilde des boulangers, au débit rapide, ne la rattrape. Crucial se redressa et entreprit de se faufiler vers l'abri d'un des piliers de pierre. « Vous ne pouvez pas tirer sur moi, » dit-il en regardant le fusil. « Je connais la loi, et vous aussi. Vous êtes un garde. Vous ne pouvez pas me tirer dessus de sang-froid. » Vimère visa le long du canon. Ce serait si simple. La détente lui tiraillait sur le doigt. Une 3e cloche se mit de la partie. « Vous ne pouvez pas me tuer comme ça, c'est la loi, et vous êtes un garde, » répéta le docteur Crucial. Il passa la langue sur les lèvres sèches. Le canon se baissa un peu. Crucial se détendit presque. « Oui, je suis un garde. » Le canon se releva encore, pointa sur le front de Crucial. « Mais quand les cloches auront fini de sonner, reprit Vimère d'une voix calme, je ne le serai plus. »« Descends-le, descends-le. » Vimère se coinça la crosse sous le bras de façon à se libérer une main. « On fera ça dans les règles, » dit-il, « dans les règles. Faut faire ça dans les règles. » Sans baisser les yeux, il décrocha d'un coup sec sa plaque des restes de sa veste. Même à travers la boue, elle luisait encore. Il avait toujours pris soin de l'astiquer. Quand il la fit tourner comme une pièce, le cuivre renvoya la lumière. Crucial ne quittait pas la plaque des yeux, à la façon d'un chat. Les cloches devenaient moins nombreuses. La plupart des tours avaient cessé de sonner. Ne restait plus à présent que le gong du temple des petits dieux et les cloches de la guilde des assassins, toujours élégamment en retard. Le gong s'arrêta. Le docteur Crucial posa l'arbalète, soigneusement, méticuleusement, sur le bureau près de lui. « Là, je l'ai posée. »« Ah !» fit Vimère. « Mais je veux être sûr que tu ne vas pas la reprendre. » La cloche noire de la guilde des assassins poursuivait son chemin vers midi. Puis, elle se tut. Le silence claqua comme un coup de tonnerre. Le petit tintement métallique de la plaque de Vimère, rebondissant par terre, l'emplit entièrement. Vimère releva le fusil et doucement relâcha la tension de son doigt. Un carillon se mit en branle. Il jouait un petit air tout iré qu'on aurait à peine entendu ailleurs que dans cet océan de silence. Cling, ding, a ding, dong. Mais qui était beaucoup plus précis que les sabliers, les clepsydres et les horloges à balancier. « Posez le fusil, mon capitaine, » dit Carotte en montant lentement les marches.
Il tenait son épée dans une main et la montre cadeau dans l'autre. Ding, ding, a ding, cling. Vimer ne bougea pas. Posez-le. Posez-le tout de suite, mon capitaine. Je peux encore patienter le temps d'une sonnerie, fit Vimer. A ding, je ne vais pas vous laisser faire ça, mon capitaine, ce serait un meurtre. Clong, a ding. Tu m'en empêcheras, hein? Oui. Ding, ding. Vimer tourna légèrement la tête. Il a tué Angua, ça ne te fait rien? Ding, 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 ding. Carotte hocha la tête. Si. Mais il ne faut pas confondre ce qui est personnel et ce qui est important. Vimer visa le long de son bras. La figure du docteur Crucial, la bouche béante de terreur, pivota au bout du canon. Ding, 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 ding. Capitaine Vimer? Ding. Mon capitaine? Plaque 177, mon capitaine. Rien d'autre que la crasse ne l'a jamais entaché. L'esprit dévastateur du fusil qui remontait dans les bras du capitaine se heurta aux armées vimériennes intraitables qui déferlaient dans l'autre sens. Je le poserai à votre place, mon capitaine. Vous n'en avez pas besoin, dit Carotte du ton qu'on prend pour s'adresser à un enfant. Vimer fixa l'objet dans ses mains. Les hurlements étaient à présent plus faibles. Posez ça tout de suite, agent Duguay, c'est un ordre. Le fusil tomba par terre. Vimer salua, puis s'aperçut de ce qu'il faisait. Il regarda Carotte en clignant des yeux. Il ne faut pas confondre le personnel et l'important, fit-il. Écoutez, dit Crucial, je regrette pour la fille, c'était un accident, mais je voulais juste... Il y a une preuve, il y a... Crucial prêtait à peine attention aux agents Duguay. Il tira vers lui une sacoche qui traînait sur le bureau et l'agita dans leur direction. « J'ai ça là, tout y est, sire, la preuve !» Édouard était un imbécile, il ne voyait que par les couronnes et les cérémonies. Il n'avait aucune idée de ce qu'il avait trouvé. Et puis hier soir, c'est comme si... Ça m'intéresse pas, marmonna Vimer. La ville a besoin d'un roi. Mais pas de meurtrier, dit Carotte. Mais... Crucial plongea alors vers le fusil et le ramassa vivement. Vimer, qui essayait de rassembler ses esprits, les sentit soudain détaler au loin vers les recoins de sa conscience. Il regardait dans la gueule du fusil. Elle lui souriait. Crucial s'affaissa contre le pilier, mais le fusil resta stable, pointa tout seul sur le capitaine. « Tout est là, sire, dit-il, tout est écrit, absolument tout. Tache de vin, prophétie, généalogie, elle reste. Même votre épée, c'est elle, c'est la bonne. »« Vraiment ?» fit Carotte, « je peux voir ?» Il baissa son épée, et à la grande horreur de Vimer, s'approcha du bureau et sortit la liasse de documents de la sacoche. Crucial approuva de la tête, l'air de récompenser un enfant sage. Carotte lut une page et passa à la suivante. « Très intéressant, fit-il. « Exactement. Mais à présent, il faut se débarrasser de ce policier gênant, dit l'assassin. » Vimer avait l'impression de voir jusqu'au fond du tube, jusqu'au petit morceau de métal qui allait bientôt se précipiter sur lui. « C'est dommage, fit Crucial, si seulement vous aviez... » Carotte s'avança devant le fusil. Son bras se déplaça si vite qu'on le distingua à peine, quasiment sans un bruit. Priez pour ne jamais affronter un bon type, songea Vimer. Il vous tuera sans un mot. Crucial baissa la tête. Du sang maculait sa chemise. Il monta la main vers la garde de l'épée qui lui sortait de la poitrine, puis releva les yeux pour les plonger dans ceux de Carotte. « Mais pourquoi ? Vous auriez pu devenir... » Puis il mourut. Le fusil lui échappa des mains et tira par terre. Le silence tomba. Carotte saisit la poignée de son épée et dégagea la lame. Le cadavre s'affaissa. Vimer s'appuya sur le bureau et reprit difficilement son souffle. « Le putain de salaud !» haleta-t-il. « Mon capitaine ?» Il t'a appelé sire, dit-il. « Qu'est-ce qu'il y avait dans ce... »« Vous êtes en retard, mon capitaine, » le coupa Carotte. « En retard ? En retard, comment ça ?»
Vimer empêchait à grand-peine son cerveau de fausser compagnie à la réalité. « Vous étiez censé vous marier ?» Carotte jeta un coup d'œil à la montre avant de la refermer dans un claquement et de la tendre à Vimer. « Il y a 2 minutes. »« Oui, oui, mais il t'a appelé sire, je l'ai entendu. »« Un effet de l'écho, j'imagine, monsieur Vimer. » Une pensée se signala à l'attention de Vimer. L'épée de Carotte faisait une bonne 60aine de centimètres. Le caporal avait carrément transpercé Crucial. Mais Crucial se tenait adossé au... Vimer examina le pilier. 30 centimètres de granit. Aucune craquelure visible, seulement un trou en forme de lame qui le traversait de part en part. « Carotte, bredouilla-t-il. Et vous n'êtes pas présentable, monsieur. Faut vous nettoyer. » Carotte attira à lui la sacoche de cuir et se la mit en bandoulière. Carotte. « Monsieur ? Je t'ordonne de me remettre ? » ?»« Non, monsieur, vous ne pouvez pas m'ordonner, parce que vous êtes désormais, monsieur, sans vouloir vous offenser, un civil. Une nouvelle vie commence pour vous. »« Un civil ?» Vimer se frotta le front. Tout se bousculait maintenant dans sa tête. Le fouillis, les égouts, Carotte, et le fait qu'il avait agi sous la seule poussée de l'adrénaline, laquelle ne tarde jamais à présenter sa note et ne fait pas crédit. Il s'affaissa. « Mais c'est ça ma vie, Carotte, c'est mon boulot. »« Un bain chaud et un verre, monsieur. Voilà ce qu'il vous faut, ça vous fera un bien fou. Allons-y. » Le regard de Vimer s'attarda sur le cadavre de Crucial, puis sur le fouillis. Il voulut aller le ramasser, et se retint à temps. Même les mages ne possédaient rien de tel. Dès qu'ils avaient tiré un coup de leur bourdon, il fallait qu'ils aillent s'allonger. Pas étonnant que personne ne les détruit. On n'allait pas détruire pareille perfection. Le fouillis éveillait un sentiment au fond de chacun. Le tenir en main, c'était posséder la puissance. Plus grande que celle d'un arc ou d'une pique, lesquels ne faisaient qu'emmagasiner la puissance musculaire de leur possesseur à bien y réfléchir. Mais le fouillis, lui, donnait de la puissance extérieure. Le détenteur ne se servait pas du fouillis, c'était le fouillis qui se servait de son détenteur. Crucial était sans doute un brave homme. Il avait sans doute prêté une oreille aimable aux propos d'Édouard, puis il avait pris l'arme et lui avait à son tour appartenu. « Capitaine Vimer, je crois qu'on ferait mieux d'enlever ça d'ici, » dit Carotte en baissant la main. « Surtout n'y touche pas, » le prévint Vimer. « Pourquoi ? Ce n'est qu'un engin mécanique. » Le caporal ramassa le fouillis par le canon, le contempla un instant, puis le fracassa contre le mur. Des bouts de métal fusèrent en tournoyant comme des soleils. « Un spécimen unique, dit-il. Un spécimen unique, ça sort toujours de l'ordinaire, disait mon père. Allez, on s'en va. » Il ouvrit la porte. Il referma la porte. « Il y a une centaine d'assassins en bas de l'escalier, dit-il. »« Tu as combien de carreaux pour ton arbalète ?» demanda Vimer. Il fixait encore le fouillis mutilé. « Un seul. »« Alors ce n'est pas plus mal, tu n'aurais pas eu l'occasion de recharger de toute façon. » On frappa poliment au battant. Carotte lança un regard à Vimer qui haussa les épaules. Il ouvrit la porte. C'était sédatif. Il leva une main vide. « Vous pouvez reposer vos armes. Je vous assure qu'elles ne seront pas nécessaires. Où est le docteur Crucial ?» Carotte tendit le doigt. « Ah !» L'assassin jeta un coup d'œil aux 2 agents du guet. « Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous laisser le corps ? Nous l'enterrerons dans notre crypte. » Vimer désigna le cadavre. « Il a tué, et maintenant il est mort. À présent, je dois vous demander de partir. » Sédatif ouvrit la porte. Les assassins bordaient le large escalier. Aucune arme en vue. Mais avec les assassins, c'était inutile. Au pied des marches gisait le corps d'Angois. Les 2 agents descendirent lentement vers lui. Carotte se baissa et le souleva. Il hocha la tête à l'adresse de Sédatif. « Sous peu, nous allons envoyer quelqu'un récupérer le cadavre du docteur Crucial, dit-il. Mais je croyais que nous étions convenus de... Non. Tout le monde doit voir qu'il est mort. La transparence. Rien ne doit se passer dans le noir ou derrière des portes closes.
Je ne peux pas donner suite à votre demande, j'en ai peur, fit l'assassin d'un ton ferme. Ce n'était pas une demande, monsieur. Des dizaines d'assassins les regardèrent traverser la cour. Les portes noires étaient fermées. Personne n'avait l'air de vouloir les ouvrir. Je suis d'accord avec toi, mais t'aurais peut-être dû présenter la chose autrement, dit Vimer. Ils n'ont pas l'air du tout contents. Les portes volèrent en éclats. Une flèche de la taille d'un homme croisa Carotte et Vimer et fit sauter une grosse portion du mur au fond de la cour. 2 coups puissants éliminèrent ce qui restait des battants et Détritus fit son entrée. Il passa en revue les assassins rassemblés, une lueur rouge dans les yeux, et grogna. Il vint à l'esprit des assassins les plus futés qu'ils ne possédaient rien dans leur arsenal en mesure de tuer un troll. Ils avaient des stylets à lame fine, mais il leur aurait fallu des marteaux de forgeron. Ils avaient des fléchettes enduites de poison raffiné, mais aucune n'agirait sur un troll. Personne n'avait jamais cru les trolls assez importants pour qu'on les assassine. Soudain, Détritus prenait une importance indéniable. Il tenait la hache de bourricot d'une main et sa formidable arbalète de l'autre. Certains des assassins les plus intelligents tournèrent les talons et prirent leurs jambes à leur cou. Quelques-uns furent moins malins. 2 flèches remondirent sur le troll. Les tireurs virent sa figure lorsqu'il tourna la tête dans leur direction et lâchèrent leurs arcs. Détritus souleva son gourdin. « Agent principal Détritus !» L'appel retentit dans toute la cour. « Agent principal Détritus ! Garde à vous !» Détritus leva tout doucement la main. Ding. « Écoutez-moi bien, agent principal Détritus, fit Carotte. S'il existe un paradis pour les agents du guet, et par tous les dieux, j'espère qu'il en existe un, l'agent principal Bourricot s'y trouve déjà, saoul comme 36 cochons, un rat dans une main et une pinte de constricteur dans l'autre. Et en ce moment, il lève les yeux, note de bas de page, pour les trolls, le paradis se trouve en dessous, il lève les yeux vers nous et dit « Mon ami l'agent principal Détritus n'oubliera pas qu'il est un garde, pas Détritus. » Suivit un long instant de silence critique, puis un autre ding. « Merci, agent principal. Vous allez escorter monsieur Vimer jusqu'à l'université. » Carotte se tourna vers les assassins. « Bien le bonjour, messieurs. Nous allons peut-être revenir. » Les 3 agents du guet enjambèrent les débris. Vimer ne dit rien avant qu'il ne soit complètement sorti dans la rue, puis il se tourna vers Carotte. « Mais pourquoi il t'a appelé ? Si vous voulez bien m'excuser, je vais la ramener au guet. » Vimer baissa les yeux sur le cadavre d'Angois et sentit le fil de ses pensées échapper au chat de l'aiguille. Il avait du mal à réfléchir à certaines questions. Il avait envie de passer 1 heure bien tranquille dans un coin pour mettre de l'ordre dans sa tête. Il ne faut pas confondre ce qui est personnel et ce qui est important. Quel genre de personne pouvait avoir de pareilles idées ? Et il s'aperçut que, si Hank avait eu par le passé sa part de dirigeant félon et tout simplement de mauvais, elle n'avait encore jamais connu le joug d'un bon. Une perspective des plus terrifiantes. « Monsieur ?» fit poliment Carotte. « On va l'enterrer au petit Dieu, qu'est-ce que tu en penses ?» dit Vimer. « C'est une sorte de tradition au guet. »« Oui, monsieur. Partez avec Détritus. Il ne pose pas de problème quand on lui donne des ordres. Si ça nous fait rien, je ne crois pas que je vais assister au mariage. Vous savez ce que c'est. »« Oui, évidemment. Carotte ?» Vimer battit des paupières afin de chasser des doutes qui réclamaient son attention à corps et à cri. « Il ne faut pas trop jeter la pierre à Crucial. Ce salaud me sortait par les yeux, mais ce n'est pas une raison pour être injuste. Je sais ce que le fousi fait aux gens. On est tous pareils pour le fousi. J'aurais été comme lui. »« Non, mon capitaine. Vous l'avez posé. » Vimer eut un sourire triste. « On m'appelle Monsieur Vimer, dit-il. » Carotte rentra au guet et déposa le cadavre d'Angois sur la table d'autopsie dans la morgue de Fortune. La rigidité cadavérique commençait déjà son œuvre. Il alla chercher un peu d'eau et lui nettoya le pelage du mieux qu'il put.
Ce qu'il fit ensuite aurait surpris, disons, un troll ou un nain, ou quiconque ignore tout des réactions de l'esprit humain dans des circonstances difficiles. Il rédigea son rapport, il balaya la salle principale, c'était son tour au tableau de service. Il fit sa toilette, il changea de chemise, pansa son épaule blessée, puis astiqua son armure, la passa à la paille de fer et la frotta avec une gamme de tissus de plus en plus doux jusqu'à ce qu'il puisse une fois encore se mirer dedans. Il entendit au loin la marche nuptiale de Foudel orchestrée pour orgue monstrueux et bruit de ferme d'hiver. Il sortit une demi-bouteille de rhum de la cachette que le sergent Colomb tenait pour parfaitement sûr, s'en versa une toute petite dose et porta un toast en direction de la cacophonie. « À la santé de monsieur Vimer et de dame Ramequin !» lança-t-il d'une voix claire et sincère qui aurait profondément troublé quiconque l'aurait entendu. On gratta à la porte. Il fit entrer Gaspode. Le petit chien fila furtivement sous la table sans un mot. Puis Carotte monta à sa chambre, s'assit dans un fauteuil et regarda par la fenêtre. L'après-midi s'étira. La pluie cessa vers 5 heures. Des lumières apparurent dans toute la ville. Au bout d'un moment, la lune se leva. La porte s'ouvrit. Angois entra à pas de loup. Carotte se retourna et sourit. « Je n'étais pas sûr, fit-il, mais je me demandais, ce n'est pas seulement l'argent qui les tue ? Alors j'espérais. » 2 jours plus tard. La pluie s'était installée. Elle ne tombait pas à seaux, mais à bassines, des nuages gris, formait de petits ruisseaux dans la boue. Elle gonflait l'Ancre, qui engloutissait à nouveau à grand bruit son royaume souterrain. Elle se déversait des gueules des gargouilles. Elle mitraillait les pavés avec une telle violence qu'elle formait une espèce de brume de ricochet. Elle fouettait les pierres tombales du cimetière derrière le temple des petits dieux, ainsi que la petite fosse creusée pour l'agent principal bourricot. Il n'y avait toujours que des gardes à l'enterrement d'un collègue, se disait Vimer. Oh, parfois des proches comme dame Ramequin et Ruby, la copine de Détritus, mais jamais la foule. Carotte avait sans doute raison. Quand on devenait garde, on coupait les ponts avec sa vie antérieure. D'autres gens étaient pourtant présents aujourd'hui, debout et silencieux près des grilles qui entouraient le cimetière. Ils n'étaient pas venus à l'enterrement, mais ils le regardaient. Un petit prêtre assura le service funèbre générique, inscririt ici le nom du défunt, conçu pour satisfaire grosso modo un éventuel auditeur divin. Puis Détritus descendit le cercueil dans la tombe, et le prêtre jeta dessus une poignée de terre cérémonielle, sauf qu'au lieu d'un crépitement sur le bois, on entendit un bruit d'éclaboussure net et définitif. Et Carotte, à la grande surprise de Vimer, fit un discours. Ces paroles retentirent par-dessus le terrain détrempé jusqu'aux arbres dégoûtants d'eau. Elle reprenait le seul thème concevable dans ce genre de circonstances. C'était mon ami, c'était un gars comme nous, c'était un bon flic. C'était un bon flic. Une phrase que Vimer avait entendue à chaque enterrement de garde auquel il avait assisté. On la prononcerait même sûrement aux obsèques du caporal Chic. Cela dit, tout le monde se croiserait les doigts derrière le dos. C'était l'éloge attendu. Vimer fixait le cercueil. Une sensation étrange l'envahit alors peu à peu, aussi insidieuse que la pluie qui lui dégoulinait le long de la nuque. Ce n'était pas exactement un doute, ça le deviendrait si elle lui restait assez longtemps en tête, mais pour l'instant ce n'était que le léger picotement d'une intuition. Il fallait qu'il pose la question. S'il ne la posait pas, il n'arrêterait pas d'y penser. Aussi, alors qu'il s'éloignait de la tombe, il demanda « Carotte ? Oui, monsieur ? Personne n'a trouvé le fusil alors ? Non, monsieur. On m'a dit que c'est toi qui l'avais en dernier. J'ai dû le poser quelque part. Vous savez, il y avait une telle agitation. Oui. Oh oui. Je suis à peu près certain de t'avoir vu en sortir la plupart des morceaux de la guilde. Sans doute, monsieur. Oui. J'espère que tu l'as mis en sûreté alors. Tu penses l'avoir mis en sûreté ?
Derrière eux, le fossoyeur entreprit de pelleter le terreau détrempé et collant d'Ankh-Morpork dans le trou. Je pense que oui, monsieur. Pas vous? Vu que personne ne l'a retrouvé. Je veux dire, on ne tarderait pas à le savoir si quelqu'un l'avait retrouvé. C'est peut-être aussi bien comme ça, caporal Carotte. Je l'espère de tout cœur. C'était un bon flic. Oui, monsieur. Vimer joua le tout pour le tout. Et j'ai eu l'impression, quand on portait le petit cercueil un poil plus lourd. Ah bon, monsieur? Je n'ai vraiment rien remarqué, non? Mais en tout cas, il a eu un enterrement donnant dans les règles. Oh oui, j'y ai veillé, monsieur, fit Carotte. La pluie dégringolait en glougloutant des toits du palais. Les gargouilles avaient pris position à chaque angle et filtraient mouches et moucherons par les oreilles. Le caporal Carotte chassa d'une secousse les gouttes de sa pèlerine de cuir imperméable avant d'échanger un salut avec le troll de garde. Il passa tranquillement entre les employés des antichambres et frappa respectueusement aux portes du bureau oblong. « Entrez !» Il entra, se dirigea vers la table de travail, salua et resta debout au repos. Le seigneur Vétérini se tendit très légèrement. « Ah oui, fit-il, caporal Carotte. Je m'attendais à une démarche de ce genre. Je suis sûr que vous venez me demander quelque chose ?» Carotte déplia un bout de papier sale et se racla la gorge. « Eh bien, monsieur, nous aurions besoin d'une nouvelle cible pour notre jeu de fléchettes. Vous savez, pour les moments où nous ne sommes pas en service. » Le patricien cligna des yeux, ce qui ne lui arrivait pas souvent. « Je vous demande pardon ?»« Une cible neuve, monsieur. Ça permet aux hommes de se détendre après le service, monsieur. » Vétérini se ressaisit un peu. « Encore ? Mais vous en avez déjà reçu une l'année dernière. C'est le bibliothécaire, monsieur. Quand Chicard le fait jouer, il se penche et enfonce les fléchettes à coups de poing. Ça abîme la cible. De toute façon, Détritus en a envoyé une à travers. Et aussi à travers le mur. »« Parfait. Et ? » ?»« L'agent principal, Détritus, est à l'amende pour 5 trous dans son plastron, il faudrait la faire sauter. »« Accordé. Dites-lui de ne pas recommencer. »« Oui, monsieur. »« Je crois que c'est tout. Ah non, il nous faut une nouvelle bouilloire. » Le patricien porta la main à sa bouche. Il avait du mal à ne pas sourire. « Pas possible. Et aussi une autre bouilloire, qu'est devenue l'ancienne. »« Oh, on s'en sert toujours, monsieur, on s'en sert toujours. Mais il va nous falloir une autre à cause des nouvelles dispositions. »« Je vous demande pardon ? Quelles nouvelles dispositions ?» Carotte déplia un second papier, un peu plus grand que le précédent. L'augmentation des effectifs du guet à 56 agents, la réouverture des anciens postes de la porte du fleuve, de la porte du Déosile et de la porte d'Axe, et une permanence 24 heures sur 24. Le sourire du patricien flottait toujours sur ses lèvres, mais on aurait dit que son visage s'en détachait, le laissait en plan, seul au monde. Un service pour... on lui a pas encore trouvé de nom, mais pour étudier les indices et autres, comme les cadavres par exemple, depuis combien de temps ils sont morts. Et pour commencer, on aura besoin d'un alchimiste et peut-être d'une goule, à condition qu'elle promette de ne rien ramener chez elle pour le manger. Une unité spéciale qui emploiera des chiens, ça peut s'avérer très utile, et l'agent Angois est d'accord pour s'en occuper vu que elle sera son propre maître chien une bonne partie du temps. J'ai une requête ici du caporal Chic pour qu'on alloue aux agents du guet toutes les armes qu'ils peuvent porter sur eux, mais je vous saurai gré si vous la rejetiez. Ensuite, le seigneur Vétérini agita la main. « D'accord, fit-il. Je vois ce qu'il en est. Et si je refuse ?» Suivit un autre de ces longs silences qui laissent entrevoir plusieurs avenirs possibles. « Savez-vous, monsieur, que je n'ai même pas envisagé un refus de votre part ?»« Ah bon ? Non, monsieur. Vous m'intriguez. Pourquoi ça ? » ?»« C'est pour le bien de la ville, monsieur. Est-ce que vous savez d'où vient le mot policier ? Ça veut dire qui est de la ville, monsieur, du mot ancien police. » »« Oui, je sais. » Le patricien observa Carotte. Il donnait l'impression de battre divers avenirs dans sa tête comme des cartes. « Oui, reprit-il alors. J'agrée à toutes vos demandes, sauf à celle du caporal Chic.
Et vous, à mon avis, vous devriez être promu capitaine. Oui, je suis d'accord, monsieur. Ce serait une bonne chose pour Ankh-Morpork. Mais je ne commanderai pas le guet, c'est ce que vous voulez dire. Pourquoi donc? Parce que je pourrais de toute façon le commander. Parce que les hommes doivent obéir si un officier leur donne un ordre. Pas uniquement parce que le caporal Carotte le leur demande. Pas uniquement parce que le caporal Carotte sait se faire obéir. Le jeune homme gardait prudemment un visage inexpressif. Une explication intéressante. Mais il existait un grade autrefois. Commissaire divisionnaire du guet. Je propose Samuel Vimer. Le patricien se renversa en arrière. Oh oui, fit-il. Commissaire divisionnaire du guet. Évidemment, le poste est devenu plutôt impopulaire après toute cette affaire avec Lorenzo le Gentil. C'est un Vimer qui l'occupait à l'époque. J'ai toujours hésité à lui demander s'il s'agit d'un de ses ancêtres. C'est le cas, monsieur, j'ai vérifié. Il accepterait? Autant demander si le grand prêtre est un Dauphlien. Chasser l'indigène, il revient au galop. Le patricien mit ses doigts en clocher et observa Carotte par-dessus. Mais, voyez-vous, capitaine, l'ennui avec Sam Vimer, c'est qu'il dérange un grand nombre de gens importants. Et je crois qu'un commissaire divisionnaire du guet se doit de fréquenter les cercles de la haute société et assister aux réunions des guildes. Ils échangèrent un regard. Le patricien y gagna au change, car la figure de Carotte était plus grosse. L'un comme l'autre retenait un grand sourire. Un choix excellent, en fait, dit le patricien. J'ai pris la liberté, monsieur, de préparer une lettre au cap à monsieur Vimer de votre part, pour vous éviter cette peine, monsieur. Vous désirez peut-être y jeter un coup d'œil? Vous pensez à tout, hein? J'espère, monsieur. Le seigneur Veterini lut la lettre. Il sourit en une ou deux occasions. Puis il prit sa plume et signa au bas du document avant de le rendre. Est-ce la dernière de vos requêtes? Carotte se gratta l'oreille. Il m'en reste une, à vrai dire. Je cherche un foyer pour un petit chien. Il faut un grand jardin, un coin au chaud auprès du feu, et des enfants heureux et rieurs. Dieu du ciel, vraiment? Bon, j'imagine que nous pourrons trouver ça. Merci, monsieur, c'est tout, je crois. Le patricien se leva et claudiqua jusqu'à la fenêtre. C'était le crépuscule. Les lumières s'allumaient par toute la ville. De dos, il lança. Dites-moi, capitaine, cette histoire de prétendu héritier du trône, qu'en pensez-vous? Je n'en pense rien, monsieur. Tout ça, c'est de la bêtise d'épée dans un rocher. Les rois ne sortent pas de nulle part en brandissant une épée et en remettant de l'ordre, tout le monde le sait. Mais on a parlé d'une preuve? Personne n'a l'air de savoir où elle est, monsieur. Quand j'en ai parlé au commissaire divisionnaire Vimer, il m'a dit que vous la déteniez. Alors j'ai dû la poser quelque part, mais où, ça je ne sais pas, monsieur, je vous assure. Ma parole, j'espère que dans votre distraction vous l'avez mise en lieu sûr. Je suis certain qu'elle est sous bonne garde, monsieur. J'ai l'impression que vous avez beaucoup appris du commissaire divisionnaire Vimer, capitaine. Oui, monsieur. Mon père a toujours dit que j'apprenais vite, monsieur. Mais la ville n'a peut-être pas vraiment besoin d'un roi. Vous y avez réfléchi? Autant qu'un poisson a besoin de quelque chose qui ne marche pas sous l'eau, monsieur. Un roi peut pourtant jouer sur les sentiments de ses sujets, capitaine. Un peu comme vous l'avez fait récemment, à ce que j'ai compris. Oui, monsieur. Mais qu'est-ce qu'il fera le lendemain? On ne traite pas les gens comme des marionnettes. Non, monsieur. Monsieur Vimer a toujours dit qu'un homme doit connaître ses limites. S'il y avait un roi, la meilleure décision qu'il pourrait prendre, ce serait de faire correctement son travail. Effectivement. Mais en cas de besoin pressant, alors peut-être qu'il y réfléchirait à deux fois. Carotte s'anima. C'est un peu comme la fonction de garde en réalité. Quand les gens ont besoin de nous, ils ont vraiment besoin de nous. Sinon, on n'a plus qu'à circuler dans les rues et crier « Tout va bien !» À condition que tout aille bien, évidemment. Capitaine Carotte.
fit le seigneur Vétérini. Nous nous comprenons si parfaitement tous les deux, et je pense vraiment ce que je dis. Je voudrais vous montrer quelque chose. Venez par ici. Il conduisit le jeune homme dans la salle du trône, vide à cette heure de la journée. Alors qu'il s'engageait en clopinant sur le vaste dallage, il pointa le doigt devant lui. « J'imagine que vous savez ce que c'est, capitaine. »« Oh oui, le trône d'or d'Ankh-Morpork. »« Et personne ne s'y est assis depuis des siècles. Vous ne vous êtes jamais posé de questions à son sujet ? » ?»« Que voulez-vous dire exactement, monsieur ? » ?»« Tout cet or, alors qu'on a dépouillé le pont des reins de son cuivre ? Jetez un coup d'œil derrière le trône, vous voulez bien ? » Carotte gravit les marches. « Grand Dieu !» Le patricien regarda par-dessus son épaule. « C'est seulement de la feuille d'or sur du bois. Tout juste !» C'était même encore à peine du bois. La pourriture et les vers s'étaient disputés jusqu'au bout la dernière miette biodégradable. Carotte le tâta de son épée et un morceau s'envola doucement en nuage de poussière. « Qu'en pensez-vous, capitaine ?» Carotte se releva. « Tout bien considéré, monsieur, il vaut sans doute mieux que personne n'en sache rien. »« C'est ce que j'ai toujours pensé. Bon, je ne vais pas vous retenir. Je suis sûr que vous avez des tas d'affaires à régler. » Carotte salua. « Merci, monsieur. J'ai cru comprendre que l'agent Angua et vous vous entendez bien. » ?»« C'est vrai. On s'entend à merveille, monsieur. Évidemment, ça va poser quelques petits problèmes. Mais il faut voir le bon côté. J'ai quelqu'un toujours disposé à faire une balade en ville. » Alors que Carotte avait la main sur la poignée de la porte, le seigneur Vétérini l'interpella. « Oui, monsieur ? » « Puisque l'étymologie vous intéresse, capitaine, je vous invite à réfléchir à un mot que votre prédécesseur n'a jamais parfaitement compris. Monsieur ? Vous êtes-vous déjà demandé d'où vient le mot « politicien » fit le patricien. Et ensuite, il y a le comité du sanctuaire du soleil, dit dame Ramequin, qui dînait de l'autre côté de la table. Il va falloir t'y inscrire. Et l'association des propriétaires terriens campagnards. Et l'amicale des lance-flammes. Courage ! Tu verras, ton emploi du temps va se remplir en moins de 2, mon biquet, tu n'as pas idée. Oui, chérie, fit Vimère. Les journées s'étendaient devant lui, remplies en moins de 2, de comités, de travaux, et il n'avait pas idée. Ça valait sans doute mieux que battre le pavé. Dame Sibylle et monsieur Vimère. Il soupira. Sibylle Vimère, née Ramequin, le regarda d'un air vaguement inquiet. Elle avait toujours connu un Sam vibrant de la colère refoulée, de qui veut envoyer les dieux sous les verrous pour escroquerie. Ensuite, il avait rendu sa plaque et depuis... Eh bien, ce n'était plus exactement le même Sam. La pendule dans l'angle sonna les 8 heures. Vimère sortit la montre qu'on lui avait offerte et l'ouvrit. « Cette toquante avance de 5 minutes », dit-il par-dessus les coups qu'égrenait la pendule. Il referma le couvercle dans un claquement et relut l'inscription. Une montre et son tic-tac pour vous rappeler les gendarmes et leur tactique, vos bons amis du guet. Un coup de carotte, ça sûrement. Vimère avait appris à reconnaître les erreurs qu'il lui arrivait de commettre dans les consonnes doublées ou les outrages qu'il faisait parfois subir à ses virgules en les plaçant n'importe où. Ils t'ont dit au revoir, ils ont chamboulé tes horaires et t'ont offert une montre. « Excusez-moi, madame ?»« Oui, Vilquin. Il y a un agent du guet à la porte, madame, à l'entrée de service. »« Vous avez envoyé un agent du guet à l'entrée de service ?» fit dame Sibylle. « Non, madame, il s'y est présenté tout seul. C'est le capitaine Carotte. » Vimère se plaqua la main sur les yeux. « Il a été nommé capitaine et il se présente à la porte de derrière, dit-il, du Carotte tout craché. Faites-le entrer. » Ce fut à peine perceptible, sauf pour Vimère, mais le maître d'hôtel jeta un coup d'œil vers dame Ramequin afin d'obtenir son accord. « Faites ce que vous dit votre maître, dit-elle crânement. Je ne suis le maître de Perse, commença Vimère. Allons, Sam, fit dame Ramequin. Ben quoi, c'est vrai, insista Vimère d'un air boudeur. Carotte entra au pas et se mit au garde-à-vous. Comme partout où il passait, la salle donna l'impression subtile de n'être plus qu'un décor. « Ça va, mon gars !»
dit Vimer aussi gentiment qu'il put. Pas besoin de saluer. Si, monsieur, répliqua Carotte. Il tendit une enveloppe à Vimer. Elle portait le sceau du patricien. Vimer prit un couteau et brisa ce sceau. Il me demande sans doute 5 piastres pour usure injustifiée de ma cotte de maille, dit-il. Ses lèvres bougèrent à mesure qu'il lisait. Merde alors, lâcha-t-il enfin. 56 ? Oui, monsieur. Détritus est impatient de leur apprendre le métier. Y compris des morts vivants ? Je lis qu'ici que c'est ouvert à tous sans distinction d'espèce ni de condition mortelle. Oui, monsieur, répondit Carotte d'une voix assurée. Ce sont tous des citoyens. Tu veux dire qu'on pourrait avoir des vampires au guet ? Tout indiqué pour le service de nuit, monsieur, et pour la surveillance aérienne. Et pendant ce temps-là, les autres pourront se mettre au pieu. Oui, monsieur. Vimer regarda sa blague faiblarde entrer dans une oreille de Carotte et ressortir par l'autre, sans provoquer la moindre réaction du cerveau. Il revint à la lettre. Des pensions pour les veuves, je vois. Oui, monsieur. Réouverture des anciens postes du guet ? C'est ce qu'il dit, monsieur. Vimer poursuivit sa lecture. Nous estimons notamment que ce guet élargi aura besoin à sa tête d'un homme d'expérience qui jouit de l'estime de toutes les classes de la société et nous sommes convaincus que ce rôle vous revient. Vous entrez donc immédiatement en fonction en tant que commissaire divisionnaire du guet municipal d'Ankh-Morpork. Avec plein de fautes d'orthographe. Ce poste double du titre de chevalier que nous songeons à rétablir à cette occasion. En espérant que la présente vous trouvera en bonne santé, je vous prie d'agréer, monsieur, mes salutations distinguées. Avlog Veterini, patricien. Vimer la relut. Il tambourina des doigts sur la table. La signature était indubitablement authentique, mais... Capitaine Carotte ? Monsieur ? Carotte regardait droit devant lui, la figure luisante, l'air de se débattre entre le devoir, l'efficacité et la décision ferme de baisser la tête et d'esquiver toutes les questions directes qu'on lui adresserait. Vimer reprit le papier, le reposa, le reprit encore et le tordit à Sibylle. « Ma parole, fit-elle, chevalier, ce n'est pas trop tôt, dis donc. »« Oh non, pas moi ! Tu sais ce que je pense des soi-disant aristocrates de cette ville. Je parle pas pour toi, Sibylle, évidemment. »« Il est peut-être temps que le niveau monte, alors, » dit dame Ramequin. « Sa seigneurie a précisé, » intervint Carotte, « qu'aucun élément de la proposition n'était négociable, monsieur. Enfin, c'est tout ou rien, si vous me comprenez. »« Tout ? Oui, monsieur. Ou rien ? Oui, monsieur. » Vimer tambourina des doigts sur la table. « T'as gagné, hein, lança-t-il. Tu as gagné. »« Monsieur ? Comprends pas, monsieur. » avoua Carotte, dont la figure rayonnait de franche ignorance. Suivit un autre silence pesant. « Mais, évidemment, fit Vimer, je n'ai aucun moyen de superviser une chose pareille. »« Comment ça, monsieur ? » demanda Carotte. Vimer attira le candélabre vers lui et frappa le papier d'un doigt. « Ben, regarde ce qui est écrit ici. Je veux dire, ouvrir les anciens postes du guet ? Aux portes ? Quel intérêt ? À la limite de la ville ? » « Oh, je suis sûr qu'il y a moyen de modifier certains points du dispositif, monsieur, » fit Carotte. « Maintenir des postes aux portes, d'accord, mais si on veut avoir le doigt sur le pouls... Écoute, il en faut un quelque part dans la rue de l'Orme, près des Ombres et des quais, et un autre à la moitié de la rue Courte, et peut-être un moins important dans la voie royale. Quelque part dans le quartier, en tout cas. Il faut penser en termes de densité de population. Combien d'hommes par poste ? Je songeais à 10, monsieur, en tenant compte des relèves. Non, pas possible. 6 maximum. Un caporal, mettons, et un seul autre homme par relève. Le reste tournera dans les différents postes selon un tableau de service, disons, mensuel. On veut qu'ils gardent tout leur sens en éveil, non ? Comme ça, chacun aura l'occasion de patrouiller dans toutes les rues. Très important. Et j'aimerais avoir une carte de... Oh, merci chérie. Bon, alors regarde. On a sur le papier un effectif de 56 hommes, d'accord ? Mais on reprend aussi le guet de jour, et il faut tenir compte des jours de congé, des 2 enterrements de grand-mère par an et par homme. Les dieux savent quelle excuse trouveront les morts vivants. Ils vont peut-être soutirer des jours pour se rendre à leurs propres obsèques. Puis il y a les maladies et ainsi de suite. Donc, il nous faut 4 équipes échelonnées dans la ville.
T'as du feu? Merci. Il faut éviter que toutes les équipes changent à la fois. D'un autre côté, on doit laisser à chaque responsable de poste une certaine marge de manœuvre. Mais il faut maintenir une brigade spéciale au gars des orfèvres pour les cas d'urgence. Écoute, donne-moi ce crayon. Maintenant, passe-moi ce calepin. Bon. La fumée de cigare emplit la salle. La petite montre sonna chaque quart d'heure dans l'indifférence la plus totale. Dame Sibylle sourit, referma la porte derrière elle et s'en fut donner à manger au dragon. Chers papa et maman, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer parce que je suis maintenant capitaine. On a eu droit à une semaine terriblement chargée et très variée, mais je vais vous raconter. Encore une dernière chose. Il y avait une grande maison dans un des quartiers les plus agréables d'Ankh-Morpork. Elle avait un grand jardin avec une cabane d'enfants dans un arbre et sûrement un coin au chaud près du feu. Et une fenêtre qui se brisa soudain. Gaspod atterrit sur la pelouse et courut comme un dératé vers la clôture. Des bulles parfumées aux fleurs lui dégoulinaient du pelage. Il portait un ruban orné d'un nœud et tenait dans la gueule un bol au nom de Kalinou. Il se creusa frénétiquement un chemin sous la clôture et se contorsionna pour gagner la route. Un tas tout frais de crottin de cheval régla son compte au parfum de fleurs, et 5 minutes de grattage vinrent à bout du nœud. « Me reste pas une putain de puce !» gémit-il en laissant tomber le bol. « J'avais presque la série complète. Oula, bien content de m'en être tiré. » Gaspod se dérida. On était mardi, donc jour du pâté de viande et organes douteux à la guilde des voleurs où le chef cuisinier était sensible aux queues battantes et aux regards insistants. Avec un bol vide dans la gueule et un air pathétique, Gaspod jouait gagnant pour ce qu'il en savait. Ses griffes ne mettraient guère de temps à faire disparaître Kalinou. Ça n'aurait peut-être pas dû finir ainsi. Mais c'était comme ça. Dans l'ensemble, se dit-il, ça aurait pu être bien pire. Ainsi prend fin Le Guet des Orfèvres, 15e livre des Annales du Disque Monde.